Un jour, on m'a posé une devinette, et je vais vous la poser aujourd'hui. Je plie cette feuille de papier en deux, une fois, 2 fois, 3 fois. L'épaisseur du pliage doit maintenant faire quelque chose comme 1 millimètre. À votre avis, quelle aurait été l'épaisseur de ce pliage si j'avais plié cette feuille de papier en deux 42 fois? 1 centimètre? 10 centimètres? 1 mètre? Écoutez votre intuition. Prenez 3 secondes pour y penser. Eh bien, si j'avais plié cette feuille de papier en deux 42 fois, son épaisseur aurait dépassé la distance entre la Terre et la Lune. Et je vous donne cet exemple pour vous montrer à quel point le cerveau humain n'est pas fait pour estimer les croissances exponentielles. Les croissances linéaires, ça va. Combien font 2 plus 2, 42 fois? 84. Par contre, les croissances exponentielles, combien font 2 fois 2, 42 fois? 4000 milliards. Et c'est cela qui nous empêche d'appréhender naturellement certains grands changements de notre époque, comme la croissance des entreprises innovantes aujourd'hui. Alors vous savez, c'est assez risqué de commencer un talk en parlant d'exponentiel. J'entends par là, voilà, j'ai un coup à finir tout seul avec son micro dans une salle vide. J'en ai conscience. Honnêtement, tous ces trucs qu'on a appris à l'école, les exponentiels, le théorème de Thalès, de Pythagore, c'est sympa comme une gastro. On n'a qu'une seule envie, que ça s'arrête. Sérieusement, les 3/4 des choses qu'on a appris à l'école ne nous servent jamais à rien. Prenez justement le théorème de Thalès. Qui a déjà réutilisé le théorème de Thalès depuis qu'il a quitté l'école? Levez la main. Voilà. Tout est dit. Il m'avait fait souffrir le théorème de Thalès. Je m'étais promis quand j'étais collégien qu'un jour, je me le ferais publiquement. C'est fait. Donne. Mais ceci dit, à ma grande surprise, les exponentielles, elles, reviennent au goût du jour, du moins dans l'entrepreneuriat. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les 5 plus grandes entreprises au monde avaient toutes moins de 50 ans? Que ce soit Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Eh bien aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi les entreprises technologiques se mettent à grossir aussi vite et atteindre de telles valorisations. On va commencer par un exemple. Le Millennium Tour de Madonna en 2008. Rien ne vous choque? Alors tout le monde prend des photos, c'est normal, on les comprend. Mais ceci dit, pas un seul smartphone. Et pour cause, le premier smartphone, un iPhone, a été commercialisé moins d'1 an auparavant. Et 10 ans après, c'est 2 milliards de personnes qui utilisent quotidiennement un smartphone. Et ça, c'est une vitesse de croissance typique des entreprises aujourd'hui. Je me suis passionné pour ce sujet il y a 7 ans. J'étais chercheur, j'adorais ça. Et j'ai tout plaqué, parce que ça n'avançait pas. Enfin si, ça avançait de manière linéaire, la carrière académique. Vous savez où sera votre bureau dans 20 ans. Alors, personnellement, ma plus grande angoisse. Alors j'ai tout balancé pour aller me lancer dans l'entrepreneuriat et essayer de goûter un peu cette vie exponentielle, cette vie pleine de surprises. Et j'ai été servi, enfin, surtout en termes de surprises d'ailleurs, on y reviendra peut-être. J'ai créé une entreprise un peu spéciale. Un mix entre un laboratoire de recherche privé et une pouponnière d'entreprise. Depuis 2011, sa création, nous avons créé une petite dizaine d'entreprises innovantes en biotechnologie en France. Tout issu de nos recherches. Et les gens me demandent souvent, alors pourquoi créer autant d'entreprises en France? Eh bien parce que je suis persuadé qu'une révolution très rapide est en cours dans le domaine des biotechnologies. Et j'aimerais bien que cette fois-ci, mon pays en fasse partie. Pas comme la révolution précédente dans les télécommunications. Vous savez, éviter le plan Minitel contre Internet. The wrong way, quoi. Parce que je suis également convaincu que rater 2 révolutions technologiques d'affilée et s'imaginer qu'on va rester une grande puissance, ben pour moi, c'est un peu comme rater 2 fois son bac et penser qu'on va rentrer à Polytechnique. C'est possible, mais il faut avoir la foi quand même. Or, la France est un pays qui m'a tout donné à moi comme à tous mes associés. J'étais vraiment pas un élève brillant, j'étais très dyslexique. Ma maîtresse voulait même pas me faire passer en 6e.
compte pas la tête de mes parents d'ailleurs. Et pourtant, la France m'a payé mes études jusqu'à la fin du doctorat. Sérieusement, quel autre pays fait ça? Pareillement, quand j'ai créé ma première entreprise en 2011, la moitié des financements est venue de l'État français. Et comme disait ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, il ne faut pas cracher dans la main qui nous a nourris. Alors forcément, elle avait intérêt à me le dire, c'est elle qui me donnait la soupe. Mais ceci dit, je trouve que son point de vue était plein de bon sens. Et du coup, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est aussi pour vous dire que la France est peut-être aujourd'hui le meilleur pays au monde pour créer une start-up innovante. Des super ingénieurs, des super laboratoires de recherche, une super fiscalité de l'innovation. Alors ne vous auto-censurez pas. Le momentum est parfait pour créer une start-up en France. Et si vous avez un doute, ou encore mieux, une grosse envie d'entreprendre, eh bien, contactez-moi sur LinkedIn ou ailleurs, écrivez-moi, on ira en discuter autour d'un café, autour d'un verre de vin. J'adore mon boulot, c'est formidable. Mais revenons à nos moutons, parce qu'il se passe quand même un drôle de truc dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Prenons Tesla Car, une entreprise automobile américaine, créée il y a 14 ans. Ils font des voitures électriques, et qui fait encore 600 millions d'euros de pertes, et qui pourtant est devenue l'année dernière, en termes de valorisation, la plus grosse entreprise automobile américaine. Plus que Ford, plus que General Motors, et ses 200 000 personnes et ses 110 ans d'existence. Et ce phénomène est encore plus intense dans le domaine des startups software, celles qui font des logiciels, comme WhatsApp par exemple. Comme nous le rappelle Laurent Alexandre, qui est un multi-entrepreneur qui a entre autres fondé Doctissimo, comment est-il possible que les 55 employés de WhatsApp aient pu créer en 4 ans une entreprise revendue 17 milliards d'euros? C'est plus que Xerox et 143 000 personnes qui bossent pendant 110 ans. Alors certains me diront, c'est ce que j'entends à chaque fois en tout cas, c'est parce que la finance est devenue folle. Alors oui, peut-être, c'est pas exclu, mais ceci dit, les gens extrêmement riches qui investissent et rachètent ces entreprises ne sont pas devenus extrêmement riches en faisant des mauvais investissements. Non, il doit y avoir quelque chose. Et il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est 3 révolutions synergiques qui ont eu lieu au cours des 2 dernières décennies et qui ont profondément changé la vitesse de croissance de nos entreprises et la manière dont nous percevons leurs valeurs. La première révolution est financière. Avec la naissance, dans les années 70, mais surtout l'énorme boom dans les années 90 du venture capitalisme. L'énorme boom a eu lieu avec le boom d'Internet, en l'occurrence. Contrairement aux banques qui vous prêtent de l'argent lorsque vous êtes entrepreneur dans le but d'être remboursé quelques années après avec intérêt, un venture capitaliste achète des actions de votre entreprise, des parties de votre entreprise, dans le but de les revendre un peu plus tard à un meilleur prix. Et la seule chose que vous demande un venture capitaliste en retour, c'est une chance de pouvoir faire un jackpot. Et certains pionniers du domaine l'ont eu. Si on prend la personne derrière moi, à côté de Steve Jobs, qui s'appelle Mike Markula, il a investi en 1976 250 000 € dans Apple. Lors de son introduction en bourse, il détenait 30% de l'entreprise. Entreprise qui vaut aujourd'hui 800 milliards d'euros. Notez que le deuxième chiffre est près de 2 millions de fois plus gros que le premier. Alors, je vois déjà chez certains d'entre vous des yeux qui se mettent à briller. Vous vous imaginez peut-être déjà être le 3e cofondateur d'Apple, à côté de Steve Jobs et de Wozniak. Quelle aventure! Ce serait formidable. Mais ceci dit, ne prenez pas sa place trop vite. Parce qu'il y avait vraiment un 3e cofondateur d'Apple, en l'occurrence. Il s'appelait Ronald Waynes. Il s'appelle toujours d'ailleurs, il est encore en vie. Mais il a quitté l'entreprise quelques mois avant l'arrivée de Mike Markula, le venture capitaliste. Et il a revendu l'intégralité de ses actions, 10% d'Apple, pour 800 $. 800 $, 800 milliards. Ouais, pas de bol. Ceci dit, au moins, j'ai récupéré mon public adoré. On peut continuer. Avant, quand l'entrepreneur avait besoin d'argent, il allait voir la banque. Comme je vous le disais, la banque prête de l'argent à l'entrepreneur dans le but d'être remboursé quelques années après avec intérêt. Pour être sûr d'être remboursé, la banque demande à l'entrepreneur une rentabilité récurrente, une bonne solidité financière. Et dans ce cas, l'entrepreneur est forcé d'orienter sa stratégie d'entreprise sur la rentabilité à court terme et la création d'actifs tangibles, comme l'achat de bâtiments ou de machines-outils ou quoi que ce soit.
Le venture capitaliste, lui, accepte de tout perdre contre la possibilité de toucher le jackpot lorsqu'il revendra ses actions une petite dizaine d'années après. Dans ce cadre, il n'a que faire de la rentabilité à court terme. Ce qui compte pour lui, c'est la taille de l'entreprise lorsqu'il revendra ses actions. Dans ce cadre, l'entrepreneur n'a pas du tout besoin de focaliser sur la rentabilité à court terme. Il peut focaliser sur son expansion mondiale et sa croissance à long terme. Il n'a pas besoin d'être rentable pour ça. Et d'ailleurs, même en cas d'opportunité d'hypercroissance, par exemple, vous avez besoin d'énormément d'argent pour adresser un nouveau marché, eh bien, il suffit de retourner voir vos investisseurs. On trouve toujours des venture capitalistes qui sont d'accord pour mettre de l'argent dans des boîtes qui grossissent plus vite que prévu. Et d'ailleurs, si votre boîte est financée par un venture capitaliste, devenir rentable peut devenir une très mauvaise nouvelle. Bizarrement, cela peut vouloir dire que vous n'avez plus aucun marché d'envergure pour réinvestir votre argent. Cela veut dire que votre start-up a atteint son plateau de chiffre d'affaires. On voit ici comme un simple changement dans les méthodes de financement a profondément changé la vitesse de croissance de nos entreprises, en leur permettant de grossir exponentiellement sans avoir besoin d'être profitables. Mais cela a également changé la manière dont nous percevons leur valeur, non plus basée sur un multiple de la rentabilité de l'entreprise, mais sur la taille estimée de l'entreprise une petite dizaine d'années après. La deuxième révolution dont je vais vous parler, vous la connaissez tous, elle est technologique, c'est le web. Alors le web nous apporte deux choses. Tout d'abord, la possibilité de tester une idée immédiatement, avant même de faire la R&D, avec une simple page web. Et ça change tout de baser ses développements sur des faits et non plus des hypothèses. Avant, quand un entrepreneur, du moins un jeune entrepreneur avait une idée, il développait son produit. 9 fois sur 10, ça foirait complètement. Le marché ne voulait pas du produit. À chaque fois qu'on monte une boîte, on est persuadé d'avoir une super idée, un super plan. Mais rien ne se passe jamais comme prévu en entrepreneuriat. Vous pouvez me croire. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai la citation qui, je trouve, l'illustre bien d'un philosophe américain de la seconde moitié du XXe siècle, Mike Tyson, qui disait « Tout le monde a un plan en tête. Enfin, jusqu'à ce qu'il prenne mon poing dans la gueule. » Eh bien, ça résume extrêmement bien ce que ressent l'entrepreneur lors du premier contact marché, du moins avant l'arrivée du web. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur et que vous avez une idée, vous faites une page web et vous essayez de vendre votre produit. Puis vous adaptez votre offre pour essayer de trouver le produit qui se vend le mieux. Puis à la fin, vous développez le produit qui s'est le mieux vendu. La deuxième chose que nous apporte le web, similairement, c'est la possibilité, avec une simple page web, une fois que le produit est développé, de communiquer immédiatement au niveau mondial. Avant, quand vous vouliez communiquer sur votre produit, vous deviez faire des pubs à la télé, des campagnes dans les journaux, des campagnes à la radio. C'était lent, c'était cher, c'était terriblement local, c'était un cauchemar. Aujourd'hui, vous faites une page web et vous pouvez vendre votre produit sur toute la planète. Et ça a tout changé de ne plus être limité par la taille de son marché national. Mais ceci dit, pour les plus réveillés d'entre vous, vous me direz, pour ça on a besoin d'une troisième révolution. Et oui, et cette troisième révolution est géoéconomique. C'est la mondialisation de la distribution. En moins de 2 décennies, l'intégralité de la chaîne de distribution a été mondialisée. Si vous prenez ma première entreprise en 2011, mon premier client était français, mon deuxième client était néo-zélandais, aux antipodes. Aujourd'hui, par exemple, avec Amazon, vous pouvez vendre aussi bien dans votre pays d'origine qu'à l'autre bout de la planète. C'est complètement transparent. Et c'est toute la chaîne de distribution qui a été mondialisée. Que ce soit les avions cargo de FedEx, les porte-containers qui sillonnent les océans. Je ne parle même pas des simplifications douanières, des échanges automatiques de devises, des accords de libre-échange. C'est devenu presque trop facile. Presque, ceci dit. Mais si on peut quand même noter qu'il est quand même aujourd'hui plus facile de vendre sur toute la planète que de vendre dans toute la France dans les années 70. Alors on l'a vu, 3 révolutions ont profondément changé la vitesse de croissance de nos entreprises et la manière dont nous percevons leurs valeurs. Une révolution financière, le venture capitalisme,
qui permet aux entreprises de grossir de manière exponentielle sans avoir besoin d'être profitables. Une révolution technologique et géoéconomique, le web et la mondialisation de la distribution, qui nous permettent de vendre dès le premier jour au niveau mondial et qui du coup a ainsi encore augmenté la vitesse de croissance de cette exponentielle. Je pense que vous comprenez mieux, du moins j'espère maintenant, pourquoi les 5 plus grandes entreprises de la planète ont toutes moins de 50 ans. Et bien pour une bonne raison. C'est que le vieux dicton « rien ne sert de courir, il faut partir à point », et bien il ne marche plus du tout. C'est une entreprise qui grossit linéairement depuis 2 siècles n'a aucune chance contre une entreprise qui grossit exponentiellement pendant 1 ou 2 décennies. On l'a vu, c'est la force des exponentielles. Même si vous commencez avec un chiffre d'affaires d'1 € par an, si vous le doublez tous les 6 mois, au bout de 25 ans, vous aurez un chiffre d'affaires d'1 million de milliards d'euros par an, plus que le PIB mondial. Si vous arrivez à financer une croissance exponentielle pendant 1 ou 2 décennies, avec des venture capitalistes par exemple, vous serez limité par la taille de notre planète. Alors maintenant que vous savez que tout est possible, qu'il n'y a strictement aucune limite à ce qu'un individu peut apporter au monde en 1 ou 2 décennies, qu'allez-vous faire? On n'a qu'une seule vie. Et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Je vous remercie.